Ils se sont tous exprimés sur la réforme des retraites, avec parfois des contradictions qui provoquent aujourd'hui une certaine cacophonie. Donc le gouvernement a toujours été dans la transparence le plus totale. Je ne suis pas opposée par principe à une réforme des retraites, mais je n'arrive même pas à savoir quel est le contenu de celle-ci. Voilà. C'est pas le seul. C'est pas le seul, Michel, dans l'Isère, vous n'êtes pas seul. Viendra le moment où nous ferons des annonces, mais nous avons déjà, en toute transparence, édicté un certain nombre de principes, donné des éléments de réassurance, là où il pouvait y avoir des craintes qui pouvaient s'exprimer, le tout avec une grande cohérence par rapport au système que nous souhaitons mettre en place. Bon, déjà, moi, j'ai quand même l'impression de me faire balader par les deux ministres qui sont en face de moi avec un langage qui, pour moi, est assez incompréhensible, flou, enfin, on comprend, enfin, voilà, et qui n'est absolument pas logique. Mais alors concrètement, que changera cette réforme si elle est appliquée? Le premier gros changement, c'est sur le système. La réforme veut faire passer d'un système avec 42 caisses différentes à un système universel où tout le monde serait en théorie égal. Le 5 décembre est quelque chose d'étrange. Cette mobilisation est avant tout la mobilisation de salariés d'entreprises qui relèvent des régimes spéciaux. Donc c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. Les Français sont divisés. Je suis contre le régime spécial, donc je comprends pas. Je comprends pas parce qu'ils ont déjà plein de privilèges, donc au bout d'un moment, faut arrêter. Je trouve que c'est un régime privilégié, quoi qu'ils en pensent et quoi qu'ils en disent. Il est 14h seulement et Jean-François, conducteur de train corail, a fini sa journée. Il est temps pour lui de regagner son domicile. Un appartement de 600 mètres carrés, acheté cash avec ses primes de fin de mois. Après un détour par son jardin d'hiver, où il entrepose sa collection de plantes ramenées de tous les pays du monde, pays qu'il a le temps de visiter puisque Jean-François, comme tous les cheminots, a 6 mois de congés payés par an. Si effectivement on fait une grande réforme des retraites qui unifie l'ensemble des régimes, naturellement, il faudra supprimer les régimes spéciaux. Le problème, c'est est-ce que cette suppression, elle va s'accompagner d'un mouvement vers le bas de la retraite de ces régimes spéciaux, ou est-ce qu'il ne faut pas augmenter l'ensemble des retraites pour qu'elles restent satisfaisantes? Est-ce qu'on tire tout le monde vers le bas ou est-ce qu'on tire tout le monde vers le haut? A priori, ça va être plutôt vers le bas, non? Un dernier mot sur cette phrase qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Vous avez dit que la réforme des retraites était une réponse à la crise des Gilets jaunes. Pourtant, ce n'était pas leur revendication, cette réforme. Non, mais la crise des Gilets jaunes, elle est basée aussi sur le sentiment profond qu'il existe des injustices et des inégalités. Le chauffeur de bus à la RATP ou chauffeur de bus n'importe où ailleurs d'ailleurs, c'est pas forcément aussi pénible que ce qu'on peut avoir dans d'autres. Laissez-moi terminer. Passer un mois à conduire un bus, vous verrez. Non, mais il ne faut pas dire n'importe quoi, madame. Puisqu'on va pas, je vais pas vous dire des carabistouilles, donc. C'est un système qui, sous les allures de l'universalité, est profondément inégalitaire, puisque lorsqu'on applique un traitement uniforme à des situations qui, a priori, qui dès le départ sont inégales, évidemment, on ne fait qu'approfondir les inégalités en question. On aura un système qui sera le même pour tous, qui sera équitable, qui sera juste. C'est un système de justice sociale et c'est en quoi c'est une réforme importante parce que je crois que c'est le cœur de cette réforme. C'est bien de se dire que tout le monde doit être logé à la même enseigne. Christophe Castaner dit effectivement à assurer les policiers du maintien des spécificités de leur régime de retraite. C'est pas un régime spécial. C'est un régime qui reconnaît ou particulier. C'est un régime qui reconnaît la particularité de ce métier. Voilà. On n'est pas policier jusqu'à 62 ans. Aujourd'hui, il y a un âge anticipé de départ et donc il nous faut maintenir ce système anticipé. Il sera maintenu. Ils garderont un système spécifique parce qu'ils risquent leur vie pour nous, tout simplement. Ils risquent leur vie tous les jours pour nous. Ça sera peut-être un régime universel, mais enfin une universalité qui souffrira des exceptions. C'est à mourir de rire cette idée. C'est-à-dire que les inégalités de retraite, c'est d'abord des inégalités de salaire. Que je sache, tout le monde n'a pas le même salaire en France, oui. Richard Ferrand a brillé, il a parlé d'un mouvement social qui voulait conserver des inégalités. Et Richard Ferrand, il gagne, je crois, 10 000 € par mois, etc. Il est logé aux frais de la République et tout ça. Dans plusieurs ministères, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, les salaires flambent. Aux affaires étrangères, ça augmente de 70%. Mais par exemple, au ministère de l'économie et des finances, ça augmente de 39%. Bon. Et au ministère, au secrétariat d'État, aux armées, ça augmente de 71%. Tu as fait du bon travail, Francky. Vous aviez déjà vu ça? Non, jamais. C'était jamais arrivé. Le premier gouvernement d'Édouard Philippe
et le gouvernement où les rémunérations ont été le plus fortes depuis 10-12 ans que ces statistiques existent. Non mais je dis pas que je suis pour l'égalité absolue de tous, etc. Mais simplement, c'est un argument qui n'a aucun sens pour les gens qui gagnent 800 € par mois et qui voient les grands patrons qui gagnent des sommes folles. Est-ce qu'on va interdire les retraites chapeau? Évidemment que non. Je suis désolé, la base de l'égalité, c'est ça. Bah oui. Donc ça fait 3 heures qu'on est ici. Bernard Arnault a gagné 3 fois mon salaire annuel. Je ne veux pas, moi, faire d'économies sur le dos ni des retraités, ni de celles et ceux qui sont à quelques années d'aller à la retraite. Donc je ne bougerai pas si vous voulez ces paramètres, qui est le niveau de la retraite actuelle ou l'âge. À quel âge pourra-t-on partir à la retraite? C'est la question qui fâche. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. L'âge légal de départ à la retraite reste fixé à 62 ans. En revanche, pour toucher sa retraite à taux plein, l'âge d'équilibre est fixé, lui, à 64 ans. L'âge pivot est à 64 ans aujourd'hui. Non, il sera à 65 ans demain, 66 après-demain et 70. Aujourd'hui, regardez en Allemagne. En Allemagne, ils partent à la retraite, c'est passé de 65 à 67 et le débat en Allemagne, c'est de partir à 69. C'est ça que vous voulez. Je ne modifie pas durant le quinquennat l'âge de départ et les modalités des pensions. Un point précis. Il n'y aura pas de retraite inférieure à 1 000 € dans le nouveau régime. Nous sommes en train de construire un système où il y aura des garanties qui feront qu'il n'y aura pas de pension inférieure à 1 000 €, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous voulons au contraire garantir un système juste, avec une pension minimale de 1 000 € par mois. Pas de retraite inférieure à 1 000 €. Clair et précis, qui que vous soyez, 1 000 € par mois. L'astérisque est pourtant simple, mettez vos lunettes et lisez. L'objectif de ce régime de retraite, c'est de ne pas avoir de retraite inférieure à 1 000 € lorsqu'on a une carrière complète. Des œufs pourris, des salauds! Ce qu'on reproche à Berthion, toucher une retraite à taux plein. Ici, ça pardonne pas. Taux plein, va. Depuis la nouvelle loi Micron sur les retraites, toucher une retraite à taux plein devient compliqué, voire suspect. 1 000 € de retraite minimum. Pour les personnes qui auront une carrière complète et qui arriveront à la retraite. J'y suis pour rien si j'ai travaillé depuis l'âge de 12 ans et si j'ai cotisé à une mutuelle qui m'a coûté la peau du cul. Mais ça, ils veulent pas comprendre. Sale taux plein, va. Il y a des principes que je viens de vous énoncer qui sont très clairs. Le fait aussi qu'il y aura un minimum garanti de 1 000 € par mois pour tous les Français. 1 000 € par mois pour tous les Français. La solution serait peut-être d'imaginer une retraite merdique pour tous. Un amendement à la loi Micron serait sur le point de remédier à cette injustice. L'objectif est de passer un système par points, un système adopté par la Suède il y a plus de 20 ans. Une des conséquences principales en Suède, les seniors sont beaucoup plus nombreux à travailler qu'en France. Vous avez par exemple en Suède, grâce à ce merveilleux système à points, beaucoup plus de retraités pauvres, en dessous du seuil de pauvreté, que nous, en France, actuellement. Comme plus d'un tiers des retraités suédois, Stéphane Fourst a conservé une activité intérimaire. Il travaille environ 20 heures par semaine, de quoi compléter sa retraite de 1 300 €. C'est une machine à ratiboiser les pensionnés tout bonnement. Alors à cet égard, il y en a un qui avait pas caché, qui avait affiché la couleur, c'était François Fillon pendant la campagne de 2017. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà. C'est une merveilleuse machine à niquer les retraités. Alors cette histoire de points, déjà je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation, il s'agit bien de... Nous allons, comme le système actuel d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. Concentre-toi! Le point sera fixé à 10 €.
il aura dans toute sa fonction tout au long de la carrière, ce point sera revalorisé en fonction de l'inflation lorsque la pension sera liquidée, et il sera revalorisé en fonction des salaires tout au long de la période de votre carrière. Et puis il y a aussi la pédagogie qui se poursuit. Cette réforme des retraites est une bonne réforme. Les Français n'ont pas suffisamment conscience d'un certain nombre de bonnes nouvelles qu'ils n'intègrent pas, parce qu'ils ne se sentent pas concernés. 7 actifs sur 10 estiment qu'ils ne disposeront pas de ressources suffisantes une fois retraités. Alors quelles sont les options? Nous on est persuadés de façon que d'ici 5 ans ça va être à peu près Borderland ici. Donc on va devoir tuer des cafards géants pour manger, on va siphonner l'essence des gilets jaunes zombies pour survivre. Donc bon, la retraite... Ce sont les mesures politiques prises en 1945 qui aboutissent dans les années 70 à rompre une malédiction millénaire. Parce qu'avant, quand on était vieux, soit on avait du patrimoine, soit on était pauvre, et la grande majorité des gens étaient pauvres. La première réussite de notre système social, c'est qu'on a un taux de pauvreté parmi les vieux, qui est effectivement un des plus bas du monde et un des plus bas de l'histoire, évidemment. C'est-à-dire que pendant des millénaires, la vieillesse dans les milieux populaires a été synonyme de pauvreté. Et ça, c'est brisé. Dans les années 70, on a une diminution par 4, ça passe de 30% à 7%, grosso modo, du taux de pauvreté des personnes âgées, qui est aujourd'hui toujours, malgré les réformes Balladur, Fillon, Raffarin, Fillon 2 et ainsi de suite, et là Macron, qui est toujours pour l'instant inférieur au taux de pauvreté général. Vous savez, moi j'ai accepté la mission que m'a confiée le président de la République parce qu'il ne s'agit pas d'une réforme, il s'agit d'un projet de société et qui reprend le souffle du Conseil national de la résistance de 1945. C'est juste parce que cette réforme, elle prend en compte ceux qui sont les plus fragiles. Elle prend en compte ceux qui perdent le plus aujourd'hui dans le système. Les agriculteurs, les femmes, les indépendants, les plus précaires. C'est eux qui vont le plus gagner. Donc là, moi, je veux rappeler quand même, donc, le pilier du système, c'est un financement qui est proposé dans le rapport de Levoy d'être de 28% de cotisation sur tous les salaires jusqu'à 10 000 euros par mois. 120 000 euros par an, environ 7 SMIC, et ça tombe ensuite à 2,8% au-delà de 120 000 euros, donc 10 fois moins. Et le gouvernement justifie ça en disant « Ah oui, mais regardez, les retraites, on va aussi les plafonner à 120 000 euros, sauf que les personnes à 120 000 euros ont des espérances de vie beaucoup plus importantes que ceux qui sont au niveau du SMIC, et donc vont bénéficier beaucoup plus longtemps de leur retraite. Donc vous dites quoi? Donc là, il y a une arnaque énorme. Et c'est normal, quand on fait une réforme, de penser d'abord à ceux qui sont les plus fragiles dans le système actuel quand on veut le transformer. Moi, je pense qu'un système de retraite doit être financé sur l'ensemble des salaires, y compris les plus élevés, et éventuellement à un taux plus élevé sur les salaires les plus importants, mais certainement pas à un taux 10 fois plus faible, 2,8%. Il y a quand même que la demande de solidarité vis-à-vis des hauts salaires est quand même très faible par rapport à 28% sur les... Donc là, on a un système, c'est l'impôt régressif qu'on invente là, et c'est quelque chose qui montre que le gouvernement n'a toujours pas compris. Regardez la réforme qu'on lance sur les retraites. Eh ben, regardez-la dans le détail. Telle qu'elle est portée, telle qu'elle est expliquée, elle est beaucoup plus juste. Cette réforme, c'est une réforme pour plus de justice sociale. Où est la justice? Je passe sur l'âge pivot à 64 ans. Je passe sur le smicard qui perdra 20% de sa pension. La fonctionnaire, moins 15%. Le salarié du privé, moins 23%. S'il vous plaît. Je passe. Le financement, précisément, il a été pensé à l'après-guerre, au moment des baby-boomers, dans une démographie justement en expansion sur les naissances. Oui. Et on a dit, c'est les actifs qui vont financer les non-actifs. C'est le modèle qu'on a fait parce qu'on avait une donnée démographique. On a changé de donnée démographique, on peut changer l'assiette, on peut changer le financement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui rapporte le plus? C'est la transaction financière. Donc les transactions financières, aujourd'hui, elles cotisent à rien, elles ne sont pas taxées. Donc on peut penser d'autres formes de financement. Quand tu as une hausse des dividendes, comme tu l'as, de 13% cette année, pour atteindre 57 milliards, où est-ce que ces dividendes, ils sont placés dans le calcul pour les retraites? C'est une question clé, le rapport capital-travail. Ne créez pas une guerre, les pauvres contre les riches. Arrêtez, s'il vous plaît. Les revenus financiers battent des records. Près de 300 milliards d'euros cette année. Plus, toujours plus.
Toujours plus de richesses captées et vous n'y touchez pas. La retraite du smicard, oui, vous allez gratter 20% dessus. Mais ces 300 milliards pour les financiers, vous n'y touchez pas, pas touche au Grisby. La voilà l'injustice majeure, l'injustice flagrante, non pas entre les cheminots et les métallos, non pas entre les jeunes et les vieux, mais entre l'argent et les gens, entre les firmes et les hommes. Et oui, je nourris ce vœu, cette espérance que cet hiver soit notre nouveau printemps, un printemps de justice, et qu'on touche aux revenus dont vous ne voulez pas parler, aux revenus du capital. Merci. Jean-Paul Delevoye, en première ligne sur cette réforme des retraites, s'est fait rattraper par un oubli. Jean-Paul Delevoye, le grand public le connaît encore peu, c'est le haut commissaire aux retraites. Il est membre du gouvernement, c'est lui qui conduit cette réforme. Il avait omis de mentionner dans sa déclaration d'intérêt sa fonction d'administrateur dans un institut de formation de l'assurance. Dans sa déclaration, Jean-Paul Delevoye a jugé important de préciser qu'il était président de la Chartreuse de Neuville, une association d'orchestre, mais pas qu'il était depuis 2016 l'un des administrateurs de l'IFPAS. Pour moi, ce n'était pas important, a répondu le haut fonctionnaire. Il y serait bénévole et ne connaîtrait rien au monde de l'assurance. Non mais Dans sa déclaration d'intérêt, il n'a pas précisé qu'il était administrateur du principal institut de formation des assureurs, assureurs à qui la réforme des retraites ne déplaît pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Franchement. C'est inadmissible. Oui. C'est maladroit. Je ne peux pas vous dire autre chose qu'on fait que c'est maladroit. C'est plus que maladroit même. On peut avoir quelques doutes. Et Jean-Paul Delevoye. Moi, non, attendez. Moi, je ne fais pas de procès d'intention. Mais moi non. Vous devriez vous cacher aujourd'hui. Pardonnez-moi, mais vous ne me posez pas de questions ? Non, je vous ai fait venir pour que tout le monde vous voie une dernière fois. Cet épisode des retraites n'est jamais que le dernier épisode en date d'une stratégie néolibérale qui a en réalité 3 décennies derrière elle et qui consiste en ce que j'appellerais une stratégie de paupérisation délibérée du secteur public. On voit ça dans tous les domaines. 13 milliards d'euros de cession en 1986, 26 entre 1993 et 1997, 14 milliards de 1997 à 2002. Depuis un peu plus de 30 ans, l'État français s'est pris de passion pour les privatisations. Aucune majorité n'y résiste. Et c'est une stratégie qui procède toujours, c'est toujours la même opération typique, qui procède en 3 temps. Premier temps, on procède à l'attrition des finances des secteurs publics. C'est-à-dire, on ampute volontairement les recettes. On baisse les impôts ici, surtout pour les riches. On procède à des dégrèvements de cotisations sociales ailleurs. Voilà. Armement, banque, infrastructure, énergie, médias. Entre 1985 et 2015, le nombre d'entreprises sous contrôle public est passé de 3500 à 1625. Et leurs employés de plus de 2,2 millions à moins de 800 000. Deuxième temps, on se met une contrainte budgétaire dure. Alors, soit la surveillance des marchés financiers, soit, alors là, c'est la machine disciplinaire par excellence, les traités de l'euro qui vous disent le déficit, il ne doit pas dépasser 3%, la dette 60%, puis qui vous tombe dessus si jamais ça ne va pas, quoi. Emmanuel Macron joue son quinquennat sur ce sujet et un échec du président français le fragiliserait sur la scène européenne et affaiblirait sa voix ici pour défendre des réformes qu'il appelle de ses voeux pour l'Union européenne. C'est parce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Et puis, la Commission européenne elle-même va surveiller cette contestation car elle pousse la France et d'autres États membres à réformer son système de retraite depuis plusieurs années, et ce afin de tenter d'enrayer la hausse continue de la dette publique française qui atteindra, selon la Commission, 99% l'an prochain. Alors, baisse des recettes organisées, contrainte budgétaire dure, l'ajustement ne peut plus se faire que d'une manière, par la baisse des dépenses. Et donc, c'est cette espèce d'austérité chronique qui est le produit de la paupérisation délibérée des secteurs publics et qui ravage absolument tous les secteurs, mais tous à un point inouï. Leur sous-sol, les patients sont entassés dans un lieu sans fenêtre, cernés par des respirateurs et des appareils de dialyse.
Dans cette promiscuité anormale, ils subissent les gémissements de leurs voisins et les odeurs des poches de matière fécale. Sur ces images, tournées par les soignants, on voit l'eau couler par l'éclairage du plafond. Les secteurs publics, les uns après les autres, tombent dans un tel état de délabrement que les usagers qui aimeraient bien être fidèles au public n'en peuvent plus. Et donc commencent à envisager des solutions alternatives et vont se tourner vers le privé. L'hôpital, c'est ça qui est en train de se passer. Je veux dire, l'école, c'est pareil, le service public de l'emploi, c'est pareil, etc. Et les retraites, c'est la même chose. Emmanuel Macron veut favoriser les privatisations en France. À cet effet, le président de la République a créé une commission dont l'un des membres n'est autre que le patron de BlackRock France, Jean-François Cirelli. Et nous avons de grandes ambitions pour la France dans l'avenir. Vous allez investir davantage, vous allez grossir en France, effectivement, dans les mois qui viennent? Oui, nous croissons en France et nous allons investir davantage en France. D'ailleurs, je peux vous annoncer une chose, nous avons découvert que le 1er octobre dernier, il y a eu une ordonnance de la loi Pacte qui a été rendue publique et cette ordonnance prévoit à partir du 1er octobre que des fonds de pension tels que BlackRock, fonds de pension américains, multinationales, va pouvoir bénéficier des cotisations des futurs retraités pour ceux qui souhaiteront pour faire de la retraite par capitalisation. Le plus important pour moi dans la loi Pacte sur l'épargne retraite que vous venez de mentionner, c'est qu'on a compris qu'en France, de toute façon, nous ne changerons pas de système. Nous avons un système de retraite par répartition et nous le garderons. Je retiens un consensus pour conserver l'ADN du système de retraite français, un système par répartition. C'est simple. Nous avons une réforme des retraites qui est un engagement que j'ai pris devant les Françaises et les Français. Je l'ai expliqué en campagne, bâtir un nouveau système par points qui préserve la retraite par capitalisation, par répartition, pardon, c'est-à-dire comme nous l'avons... C'est un lapsus, hein. C'est un lapsus parce que... Vous auriez peut-être aimé faire une retraite par capitalisation? Pas du tout, au contraire. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui aujourd'hui s'opposent ne se rendent pas compte que c'est ce qu'ils sont en train de privilégier. La loi Pacte de ce gouvernement a ouvert la voie à la retraite par capitalisation. En même temps, ils sont conscients que les régimes obligatoires d'aujourd'hui, qu'ils soient sécurité sociale ou complémentaires, ne suffisent pas pour assurer le niveau de vie qu'ils souhaitent à leur retraite. Et donc, je crois qu'il est très important qu'il y ait un nouveau pilier et qu'il y ait un nouveau pilier pour développer ces produits. Depuis le 1er octobre, des fonds de pension, notamment BlackRock, qui est une célèbre multinationale qui gère des fonds de pension, eh bien, va pouvoir gérer les futures cotisations d'assurés qui voudraient investir là-dedans. Je crois qu'il faut éduquer un peu les Français. Nous sommes dans cette idée-là, sur l'idée qu'il faut prendre très tôt, réfléchir à sa retraite. Aujourd'hui, vous épargnez pour conserver votre capital ou pour acheter un logement. Il faut que les Français commencent à réfléchir en se disant « mais nous avons intérêt très tôt à réfléchir après 60 ans, après 65 ans ». Si vous ratiboisez les retraites, au bout d'un moment, les gens se disent « il va bien me falloir une complémentaire, j'en ai déjà une, mais une surcomplémentaire ». Enfin, ceux qui pourront, n'est-ce pas? Et la surcomplémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est de la capitalisation. C'est en fait... Macron nous envoie vers un système à l'américaine où chacun aura une retraite en fonction des moyens qu'il y mettra. Ce qui veut dire que le super riche aura sa super pension et celui qui est modeste... La retraite de base ne suffira plus. Mais la retraite de base sera tellement de base qu'elle ne sera plus rien. Je vous les donne, ces cadeaux, je vous donne tout mon argent de toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Après, dire que les assureurs sont tout à fait satisfaits de la réforme, je pense que les assureurs auraient surtout vraiment préféré qu'on passe à un régime par capitalisation, qui aurait été là beaucoup plus favorable aux assureurs et aux fonds de pension. J'ai pas vraiment l'impression qu'on les ait favorisés dans cette réforme, puisque justement, on fait le choix de garder un système qui est un système solidaire et par répartition, et qu'on veut justement sauver ce régime par répartition. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus malin que de dire la répartition, c'est ringard, on arrête tout. On met un système de fonds de pension à la place. Non, on va tuer la bête à petit feu pour que la solution de remplacement s'impose d'elle-même. Mais oui, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Voilà. Alors deuxièmement, non, c'est pas faux, madame, ce n'est pas faux. Mais non, mais je pense qu'il ne faut pas en sourire.